Sofia avait toujours rêvé d'une vie différente. Depuis son plus jeune âge, elle observait la petite vie de son village recroquevillée sur elle-même, comme une fleur qui refuse d'éclore. Ici, les rêves n'étaient pas faits pour s'accomplir. Ils étaient destinés à s'éteindre doucement, étouffés par le poids des traditions et des regards. Elle se souvenait de ces après-midi passés sous le grand chêne du village, un vieux cahier posé sur ses genoux, où elle dessinait des cartes imaginaires de mondes lointains. Dans ses rêves, elle partait étudier dans une grande ville, devenait architecte ou écrivain, construisait une vie à la hauteur de ses aspirations. Mais chaque fois qu'elle en parlait, on lui répondait d'un sourire compatissant ou d'un froncement de sourcils. Une fille n'a pas besoin de tout ça, Sofia. Trouve-toi un bon mari, reste près de ta famille. Voilà ce qui compte. Sofia n'y croyait pas. Elle voulait plus. Elle voulait être libre. À 22 ans, elle nourrissait encore cette flamme, fragile mais vivace. Elle avait mis de côté de petits rêves, économisé assez pour partir en ville, suivre des cours du soir, travailler comme assistante dans un bureau peut-être. Rien d'extravagant, juste un chemin à elle. Mais ce soir d'hiver, tout s'effondra. Son père rentra tard à la maison, trempé par la pluie battante, l'air plus vieux que son âge. Ses épaules semblaient porter le poids de tout l'univers. Sofia, inquiète, posa sa tasse de thé pour l'écouter. Il n'eut pas besoin de beaucoup de mots. Les dettes étaient devenues insurmontables. Après la dernière récolte dévastée par les inondations, la banque avait perdu patience. La saisie était imminente. La ferme, que 5 générations avant eux avaient cultivée, serait perdue. Mais il y avait une solution. Un homme du village voisin, M. Bélanger, riche propriétaire terrien, avait proposé d'éponger toutes leurs dettes à une condition, que Sofia épouse son fils, Alexandre. Le silence qui suivit cette annonce était plus glacial que le vent hurlant dehors. Sofia sentit son estomac se nouer, son souffle se couper. « M'épouser ? Mais, je ne le connais même pas », protesta-t-elle, la voix brisée par la panique. Son père détourna les yeux. Sa mère, assise au bord de la cheminée, avait les mains jointes, comme en prière. « C'est notre seul espoir, ma fille, » murmura-t-elle. « Nous n'avons plus rien à offrir. Sauve-toi. » Ces mots la frappèrent plus violemment que n'importe quelle gifle. Sofia connaissait Alexandre Bélanger de réputation seulement. Un garçon autrefois vif et aimé de tous, victime d'un accident de cheval tragique à l'adolescence, qui l'avait laissé paralysé. Depuis, il vivait retiré dans la vaste demeure de ses parents, derrière des murs si hauts qu'on aurait dit qu'il voulait enfermer le malheur lui-même. Les rumeurs racontaient tout et son contraire. Certains disaient qu'il était devenu aigri et amer, d'autres affirmaient qu'il avait sombré dans la folie. Mais ce qui importait aux yeux de tous, c'était qu'Alexandre était désormais diminué, et qu'un mariage avec lui était vu comme une forme de sacrifice. Sofia pleura cette nuit-là comme elle n'avait jamais pleuré. Non pour l'inconnu qu'on lui imposait, mais pour la mort lente de ses rêves. Chaque larme qui coulait sur ses joues semblait effacer une partie de l'avenir qu'elle s'était imaginé. Malgré ses supplications, malgré ses tentatives de négociation, malgré sa colère, rien n'y fit. Ses parents, accablés par la honte et la peur de tout perdre, la supplièrent. « C'est notre salut, Sofia. Nous te devons tout. Ton sacrifice sera notre rédemption. » Et ainsi, le mariage fut organisé à la hâte, presque clandestinement, comme une dette qu'on s'empresse de solder. Il n'y eut pas de cortège de village, pas de musique, pas de rire. Juste une brume épaisse et grise qui enveloppait l'église minuscule, rendant l'air lourd, comme si même le ciel portait le deuil de son bonheur. Sofia portait une robe simple, louée pour l'occasion. Pas de dentelle délicate, pas de broderie somptueuse. Seulement un tissu blanc, sans éclat, qui semblait crier son absence de choix. Le cœur serré, elle marcha vers l'autel, chaque pas la rapprochant d'une vie qu'elle n'avait jamais voulu. Et puis elle le vit. Alexandre. Assis dans son fauteuil roulant, droit et digne, vêtu d'un costume sombre impeccable. Mais ce qui frappa Sofia, ce fut ses yeux. Pas de pitié. Pas de ressentiment. Seulement une immense solitude. Une dignité silencieuse. Il ne fit aucun geste brusque, ne tenta pas de masquer son état, ni d'imposer sa présence. Il lui tendit simplement la main, une main ferme mais délicate, et lui adressa un sourire discret. Un sourire qui disait « Je sais que tu n'as pas choisi. » Moi non plus. Pendant toute la cérémonie, il ne prononça que l'essentiel, avec une voix douce,
presque hésitante. Et quand il glissa l'anneau à son doigt, il évita de la regarder avec insistance, respectant la distance glaciale qu'elle avait dressée entre eux. Ce fut cette retenue, cette pudeur inattendue, qui déstabilisa Sophia plus que tout. Elle s'attendait à de la condescendance, à de la pitié, peut-être même à de la possessivité. Mais elle trouva en face d'elle un homme, humain. Fragile, oui, mais infiniment digne. Ce jour-là, sans le savoir encore, Sophia avait rencontré non pas son geôlier, mais son premier compagnon de destin. Les jours suivants, Sophia découvrit son nouveau monde. Un manoir immense posé au sommet d'une colline, avec ses murs de pierre grise, ses tourelles silencieuses et ses jardins parfaitement taillés. Un lieu où chaque meuble ancien, chaque tableau précieux, semblait murmurer des souvenirs d'une vie révolue. Le manoir était magnifique, mais il était froid. Un froid qui n'avait rien à voir avec la température. C'était une froideur d'âme, une absence de rire, d'écho de pas, de vie. Les serviteurs, discrets comme des ombres, vaquaient à leurs tâches sans bruit, les yeux baissés, les gestes mesurés. Dans les couloirs immenses, les horloges anciennes sonnaient les heures avec une régularité lugubre. Chaque tic-tac semblait rappeler à Sophia que le temps passait, mais que rien ne changeait vraiment. Sa chambre, au bout d'une aile tranquille, était grande et impeccablement décorée. Les draps étaient frais, la cheminée allumée chaque soir, et l'air sentait délicatement la lavande séchée, une attention qui tranchait avec l'austérité du reste de la maison. Mais à ses yeux, tout cela ressemblait davantage à une cage dorée. Alexandre, fidèle à sa première attitude, respectait son espace. Il ne forçait aucune proximité, n'exigeait aucune présence. Ils partageaient à peine quelques mots lors des rares repas qu'ils prenaient ensemble, servis sur une table si longue qu'elle aurait pu accueillir une armée. La nuit, Sophia dormait seule, bercée par le crépitement du feu et par ses pensées lourdes. Chaque matin, pourtant, un rituel s'installait. Devant sa porte, elle trouvait une tasse de thé soigneusement déposée sur un plateau en argent, accompagnée parfois d'un petit mot, rédigé d'une écriture élégante, presque timide. « Passe une belle journée, Sophia. Je suis à disposition si vous souhaitez explorer la bibliothèque. N'oublie pas que tu es libre de me parler si tu le souhaites. » Elle lisait ces mots avec un mélange d'irritation et de trouble. Elle ne répondait jamais. Elle n'était pas prête. La colère qu'elle portait contre son destin, contre sa famille, contre elle-même, formait un mur trop haut, trop épais. Alors elle enfermait sa douleur dans un silence glacial, croisant Alexandre sans lui adresser plus qu'un hochement de tête distant. Pourtant, au fil des jours, un détail commença à l'intriguer. Chaque matin, après le petit déjeuner, Alexandre disparaissait. Il roulait silencieusement le long d'un couloir latéral, vers une aile du manoir fermée par une porte lourde. Derrière cette porte, il passait des heures entières, parfois tard dans la nuit. Parfois, Sophia entendait, entendant l'oreille, des bruits étouffés, des cliquetis métalliques, des vibrations douces, des éclats de voix discrets. De temps en temps, de jeunes hommes en costume sobre, portant des mallettes d'ingénieurs ou des carnets remplis de schémas, traversaient la maison d'un pas rapide, la tête baissée. Sophia, d'abord indifférente, sentit peu à peu la curiosité la ronger. Que faisait Alexandre dans cette partie de la maison? Pourquoi y avait-il des ingénieurs? Que pouvait bien travailler un homme dont tout le village pensait qu'il vivait reclus, brisé, inutile? Un après-midi, incapable de résister davantage, elle interpella discrètement l'une des domestiques, une femme d'âge mûr au sourire doux, qui pliait du linge dans une pièce voisine. « Que fait-il là-bas » demanda Sophia, essayant de paraître détachée. La domestique leva les yeux vers elle, et un sourire mystérieux étira ses lèvres. Un sourire qui semblait en dire beaucoup sans dire quoi que ce soit. « Monsieur travaille, madame, » répondit-elle simplement. « C'est un homme très occupé. » Puis, comme sentant l'intérêt de Sophia, elle ajouta doucement. « On dit souvent que les choses les plus précieuses poussent loin du regard des autres. » Sophia resta figée, troublée par cette réponse sibylline. Le soir même, alors qu'elle se tenait devant la fenêtre de sa chambre, regardant les derniers rayons du soleil mourir sur les collines, elle sentit naître en elle quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la colère, ni du ressentiment. C'était une étincelle de questions, de mystère. Qui était réellement Alexandre Bélanger? Était-il vraiment l'homme brisé que tout le monde prétendait qu'il était? Sophia ne le savait pas encore, mais son regard sur son prisonnier allait bientôt changer. Car dans l'ombre de ce manoir silencieux, se cachait un secret bien plus grand que ce qu'elle avait jamais imaginé. Les semaines devinrent des mois,
glissant doucement dans une monotonie trompeuse. Pourtant, sous cette surface tranquille, quelque chose changeait. Sophia, qui jusque-là s'était efforcée de rester indifférente, commença à remarquer des détails troublants. Il y avait d'abord ces voitures noires, aux plaques étrangères, qui apparaissaient dans l'allée du manoir, souvent tard dans la soirée. De puissantes berlines allemandes, des véhicules de luxe qui n'avaient rien à faire dans leur petit village oublié du monde. Puis, les voix qu'elle entendait parfois résonner derrière les portes closes, des conversations en anglais, en allemand, parfois même en japonais. Un jour, en passant devant l'un des salons secondaires, elle aperçut à travers la porte entr'ouverte une scène étrange. 3 hommes en costume entourant Alexandre, qui, avec calme et autorité, déroulaient des plans complexes sur un immense écran tactile dernier cri. Autour d'eux, des ordinateurs portables sophistiqués, des maquettes électroniques, des prototypes de matériel high-tech s'empilaient sur les tables. Rien de tout cela ne collait avec l'image du jeune héritier brisé que le village lui avait dépeinte. Un matin d'avril, alors que les jardins embaumaient le chèvrefeuille, Alexandre la surprit. « Sophia !» Sa voix était douce, mais cette fois, elle portait une note différente, presque solennelle. « Si tu le veux bien, j'aimerais te montrer quelque chose. » Elle hésita. Jusqu'ici, elle avait jalousement gardé ses distances, campée sur son ressentiment. Mais au fond, une étincelle de curiosité, un besoin de comprendre, brûlait lentement. Peut-être par politesse. Peut-être par ennui. Ou peut-être parce qu'une part d'elle voulait enfin voir qui était réellement cet homme si discret. « D'accord, » dit-elle finalement. Il l'emmena à travers des couloirs qu'elle n'avait jamais explorés, vers l'aile du manoir qui lui avait toujours été interdite. Lorsqu'il ouvrit la lourde porte blindée, Sophia eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Devant elle s'étendait un immense espace baigné de lumière artificielle, aux murs blancs et au sol brillant. Des laboratoires modernes, des salles de conception, des lignes de fabrication miniatures. Sur des établis impeccables, des appareils complexes prenaient forme. Fauteuils roulants ultra-légers dotés d'intelligence artificielle, exosquelettes permettant de marcher malgré une paralysie, outils de communication révolutionnaires pour les personnes privées de motricité. Des ingénieurs, concentrés et passionnés, ajustaient, testaient, perfectionnaient. Sophia resta pétrifiée. Alexandre roula doucement jusqu'à un prototype suspendu à un bras mécanique. Il effleura du bout des doigts une machine qui semblait fusionner esthétique et performance. « Voici ce que nous faisons ici », expliqua-t-il avec une humilité sincère. « Nous créons des outils pour rendre l'impossible possible. Nous donnons à ceux que l'on oublie la chance de reprendre leur place dans le monde. » Sophia sentait son cœur battre plus vite. Elle ne savait pas quoi dire. Toutes ses certitudes vacillaient. Elle balbutia, presque honteuse. Mais, pourquoi cacher tout cela? Pourquoi vivre comme un reclus alors que tu pourrais être reconnu, admiré? Alexandre la fixa de ses yeux sombres, si calmes, si immenses. Parce que, répondit-il doucement, là où les gens voient un fauteuil, ils ne voient plus l'homme. Ils ne voient qu'une faiblesse à plaindre, ou à mépriser. J'ai choisi de construire mon empire loin de leurs regards. Sans leur jugement, sans leurs attentes. Je préfère avancer dans l'ombre et laisser mes actions parler pour moi. Un long silence s'installa entre eux. Sophia sentit un frisson parcourir sa peau. À cet instant précis, elle comprit. Elle comprit que l'homme devant elle n'était ni brisé ni vaincu. C'était un géant silencieux, un conquérant du réel, un homme qui avait refusé d'être défini par la pitié des autres. Dans ses yeux, elle vit la force d'un monde qu'elle n'avait jamais soupçonné. Un monde bâti sur la patience, le génie, et une résilience inébranlable. Et pour la première fois depuis leur mariage, Sophia sentit autre chose naître en elle. Non plus de l'amertume. Non plus du regret. Mais un profond respect, et une étrange admiration. Avec le temps, presque sans qu'elle ne s'en aperçoive, le cœur de Sophia changea. Ce qui, au départ, n'était que rancune et résignation se transforma lentement. L'amertume s'effaça comme la brume au lever du jour, remplacée par une admiration sincère, une curiosité émerveillée pour l'homme qu'elle découvrait jour après jour. Alexandre, sans jamais la brusquer, ouvrit patiemment les portes de son univers. Il la guida dans les méandres de ses projets, lui expliquant avec passion comment chaque invention pouvait changer des vies, comment chaque détail, aussi infime soit-il, pouvait rendre la liberté à ceux qui l'avaient perdue. Il l'encouragea à ne pas se contenter d'être spectatrice. « Tu es capable de bien plus que tu ne le crois, Sophia »,
lui disait-il souvent, son regard brillant d'une certitude tranquille. Petit à petit, il la forma, lui confia des responsabilités réelles. Coordonner une équipe, superviser la communication de certains projets, représenter parfois son entreprise lors de petites conférences locales. Alexandre la poussait doucement hors de la coquille où la vie et les déceptions l'avaient enfermée. Un jour, presque timidement, il glissa une brochure sur la table du petit déjeuner. Un programme universitaire par correspondance dans un domaine qu'elle avait autrefois aimé, la psychologie sociale. « Je crois que tu serais brillante », murmura-t-il simplement. Sophia hésita, longtemps. Puis, portée par cette foi nouvelle qu'il avait en elle, une foi qu'elle n'avait plus eue en elle-même depuis des années, elle s'inscrivit. Ce fut une renaissance silencieuse. Les journées prenaient une autre couleur. Entre ses études, son implication dans les projets d'Alexandre et les discussions profondes qu'il partageait le soir, Sophia s'épanouit comme une fleur longtemps oubliée dans l'ombre. Et au fil de cette métamorphose, un lien profond, invisible et pourtant indestructible, se tissa entre eux. Ce n'était pas une passion brusque et dévorante. C'était mieux, une affection patiente, enracinée dans le respect mutuel, la complicité, la gratitude silencieuse d'avoir trouvé, contre toute attente, quelqu'un qui voyait au-delà des apparences. 1 an après leur mariage, la vie leur réserva un moment d'exception. Ils se tenaient côte à côte dans une immense salle de conférence à Genève, sous les ors discrets d'un événement international. Alexandre venait de recevoir un prestigieux prix pour l'innovation technologique au service de l'inclusion. Les flashs crépitaient, les éloges pleuvaient. Et pourtant, au milieu de cette effervescence, il n'y eut pour lui qu'une seule chose qui comptait, elle. Dans l'intimité d'un geste tendre, il glissa sa main dans celle de Sophia, ses doigts tremblant légèrement d'émotion. Puis, penché vers elle, il murmura « Merci d'être resté. Merci d'être toi. » Sophia sentit son cœur se serrer douloureusement, mais d'une douleur douce, une douleur belle. Ce soir-là, dans le reflet des projecteurs et des sourires admiratifs, elle comprit quelque chose de fondamental. Elle n'avait pas été sauvée par Alexandre. C'était lui, cet homme fort, secret, parfois accablé par une solitude insondable, qui avait été sauvé par elle. Ils étaient 2 âmes blessées, chacune portant ses cicatrices invisibles, réunies non par la fatalité ou l'obligation, mais par quelque chose de plus grand, de plus mystérieux. Un destin tissé dans l'ombre, uni par une foi silencieuse en la capacité de l'autre à se relever. Les années passèrent. Ceux qui s'étaient moqués d'Alexandre, ceux qui avaient murmuré des insultes derrière son dos, durent ravaler leur venin. Ils assistaient, impuissants, à la grandeur tranquille de ce couple improbable devenu indestructible. Sophia et Alexandre ne furent jamais admirés pour leur richesse, bien que leur fortune fût immense, mais pour quelque chose d'infiniment plus rare. La force tranquille qui émanait d'eux, cette lumière douce qu'ils portaient en eux, fruit de leurs blessures, de leur patience et de leur amour. Car ce n'est ni la pitié, ni l'obligation, ni même le besoin qui lie les cœurs à jamais. C'est le respect, l'admiration sincère. Et cet amour vrai né dans les terres les plus inattendues, forgé dans les silences, les regards échangés, les combats partagés qui ne s'achètent pas et ne se commandent pas. Un amour qui, une fois né, ne meurt jamais.